Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal: le ministre des Travaux publics continue sa visite. Cette fois, il était à Mamou pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage. Les échos, c'est dans un instant. Les jeunes du quartier Afia étaient en colère lundi. Ils manifestent contre les montagnes d'ordures qui dorment depuis longtemps dans leur quartier. Et puis, le virus Ebola est arrivé dans la préfecture de Kirwane. Population et autorités s'activent contre cette maladie. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre des Travaux publics continue ses visites de terrain. Mohamed Traoré s'est rendu à Mamou pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage de 15 km des voies urbaines pour les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Lansana Traoré et Djibril Mara. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux entamés par les travaux publics est le but de la tournée du ministre des TP. Première étape de la tournée, Mamou, pour voir l'évolution du bitumage de 15 km de voirie urbaine lancé depuis le 16 septembre dernier. Les travaux sont très bien exécutés parce qu'avant de donner le feu vert pour le bitumage, je cherche d'abord à avoir les résultats de labo effectués d'abord non seulement au niveau de la carrière pour voir la qualité de la latérite, mais au niveau du terrassement après le compactage. Donc c'est après ça que je donne le feu vert pour qu'on puisse faire et étaler l'émulsion de bitume. Avec 70% de terrassement et 30% de bitumage, la société Enanchin entend offrir des infrastructures de qualité. Notre entreprise a envoyé tous les experts chinois sur ce projet et fournir tous les matériaux nécessaires. Nous avons beaucoup confiance pour notre équipe. Nous nous engageons, on va terminer les projets dans les brefs délais. Cette tournée a été une occasion pour le ministre des Travaux publics de suspendre momentanément les travaux de bitumage pour le contrôle technique des travaux. La pluie continue dans cette région. Donc il y a une certaine incohérence entre la mise en place du revêtement et cette intempérie-là. Donc il va falloir que les travaux de pose, de mise en place du revêtement bitumineux soient arrêtés et pour le moment on va donner la priorité à la construction des caniveaux. L'étape de Mamou a été une occasion pour la société Enanchin de réitérer sa volonté à accompagner le gouvernement dans la construction des voiries en Guinée. Sur un autre plan, le ministre d'État de l'économie et des finances annonce le renforcement de l'efficacité du système fiscal et la croissance des recettes de l'État. Selon Mohamed Diaré, cette croissance fait suite à la réforme des finances publiques et des dispositions relatives aux dépenses. On l'écoute au micro de Manian Kondé. À compter du 1er janvier 2015, toutes les entreprises assujetties ou non à la TVA sur toute l'étendue du territoire national ont l'obligation d'afficher visiblement et lisiblement leur enseigne et leur numéro d'identification fiscale sur l'entrée principale de leur siège social. Obligation est faite à toute entreprise assujettie ou non à la TVA de faire apparaître clairement sur tout document tant le numéro d'immatriculation fiscale que tout élément d'information permettant de la localiser, numéro de téléphone, siège social, numéro de compte, etc. La TVA est reversée spontanément chaque mois et les redevables sont tenus de souscrire une déclaration mensuelle unique accompagné du moyen de paiement et du tableau récapitulatif de déduction de la TVA. En outre, pour les sociétés de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet, obligation leur est faite de produire en annexe de la déclaration mensuelle unique les éléments constitutifs du chiffre d'affaires taxable et non taxable à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, il est proposé la suppression de la contribution foncière unique pour être remplacé par la contribution foncière, la taxe d'habitation et un impôt sur le revenu foncier. De même, il est proposé la création d'une taxe sur l'accès au réseau de télécommunications TARTEL, assise sur le chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie. Enfin,
Les dates de paiement des acomptes au titre de l'impôt sur les sociétés sont ramenées au 15 juin et au 15 septembre de chaque année au lieu du 30 de ces mois comme précédemment. La gestion des ordures demeure toujours un casse-tête à Conakry. Les jeunes de AFIA secteur 3 avaient barré lundi avec des ordures la ruelle menant à leur secteur, une manière pour eux d'attirer une fois de plus l'attention des autorités sur les montagnes d'ordures qui y hibernent. Adira Touba. Des ordures à perte de vue à AFIA secteur 3 dans la commune de Dixine, des ordures à proximité des domiciles qui suscitent la colère des riverains. Depuis pas longtemps, nous avons les ordures ici. On a fait chaque fois des manifestations, mais rien n'est fait. Aujourd'hui, nous sommes là et les jeunes se sont mobilisés. Nous voulons que vraiment le gouverneur prenne les choses au sérieux parce qu'il est venu ici une première fois nous parler, soi-disant qu'il va enlever ces ordures ici, mais il n'a rien fait. On a parlé au chef du quartier, elle a remonté l'information, elle a parlé au maire. Le maire dit qu'il a envoyé, je ne sais pas, leur chargé d'assainissement. On n'a rien vu de concret qui puisse nous dire qu'on va enlever les ordures ici. Bademba Bari, qui travaille au sein de la Société nationale de chemin de fer, ne partage pas cet avis. Selon lui, ces ordures seront dégagées d'ici la fin de la semaine, dès après l'assainissement de la voie ferrée. Les riverains qui sont là, peut-être quelque part n'ayant pas où déposer les ordures, ils déposent les ordures sur la voie, quelque chose qui n'est pas normal. Donc la représentante de Car International Fund à Conakry a demandé à ce que la voie soit complètement dégagée pour que le train puisse passer dans la sécurité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous transportons près de 2000 personnes par jour. En cas de dégâts, le dégât va être énorme. Donc c'est ce qui fait que depuis le lundi passé, le train ne roule pas pour desservir la capitale jusqu'à Route-Mali à Kabele. Le ministre du Transport a pris la décision de dégager d'abord les ordures à côté de la voie. Après, ils vont commencer maintenant à ramasser toutes ces ordures-là et les déposer dans le lieu indiqué. De Kenyan jusqu'à Sebeka, on a dégagé tout au long des rails. Donc on viendra maintenant, d'ici la fin de la semaine, pour ramasser toute cette tonne d'ordures-là vers la décharge de la carrière. S'agissant d'un lieu de stockage approprié des ordures pour les riverains, Bademba renchérit. Et les autorités locales et les autorités de haut niveau vont se retrouver pour voir quelles sont les mesures qu'il faut pour ne pas que maintenant ces riverains-là déposent les ordures-là sur la voie. Parce qu'il faut aussi peut-être, à chaque problème, il y a une solution. Est-ce que maintenant il n'est pas possible de déposer, comme on appelle, un dépotoir ici, pour que les riverains maintenant déposent dans ça au lieu de déposer sur la voie? Reste à savoir si ces montagnes d'ordures ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour les riverains de AFIA d'ici la fin de cette semaine. Affaire à suivre. Autre facette de l'actualité, les religieux s'impliquent dans la défense des droits des femmes et des enfants. Ce mardi, ils ont tenu une conférence débat autour de cette problématique au centre islamique de Donka, une manière d'attirer l'attention des autorités guinéennes sur le sort des enfants démunis. Andrea Colamo. La rue et les marchés se sont transformés en foyers pour les enfants démunis de Guinée. Handicapés ou orphelins, ces enfants n'ayant pas bénéficié de l'attention et l'amour parental adoptent dans la rue des comportements indécents, tels que la consommation des stupéfiants, la délinquance et la prostitution. Voir ces enfants gâcher leur avenir est inacceptable au vu des religieux. Il y a beaucoup de enfants à l'air là, ils sont sur la rue. Ils ne sont pas encadrés. Vous avez, ça fait longtemps que depuis que les handicapés qui sont là, on a fait une conférence islamique pour que les enfants n'aient qu'à encadrer en Guinée ici. S'il y a une orphelinat pour encadrer les enfants déshérités, les enfants ne vont pas rester sur la rue. Mais on a fait tout ça, on n'a pas eu les moyens pour ça là. Au cours de cette conférence débat, des conseils ont notamment été prodigués aux personnes toujours sceptiques sur l'existence de l'épidémie à virus Ebola. Nous avons parlé de l'Ebola. J'ai exprimé mes inquiétudes autour de cette maladie en Guinée. C'est quoi? Mes inquiétudes, c'est quoi? Les Guinéens refusent de croire à l'existence de cette maladie en Guinée. Alors cela nous amènera vers la catastrophe. Il faut que les Guinéens acceptent que l'Ebola est ici en Guinée. Et puis, ça c'est une maladie. La création de la maladie
est seulement dans la main de Dieu. L'être humain ne peut pas avoir cette puissance. Nous, selon notre croyance dans la religion, l'être humain ne peut pas avoir cette capacité de créer la maladie et de gérer la maladie. Ces fidèles musulmans comptent élargir cette sensibilisation sur les droits de la femme et de l'enfant jusqu'à obtenir gain de cause. Le travail de la terre, c'est aussi le quotidien des femmes à Conakry. Elles sont nombreuses à pratiquer cette activité dans les bas-fonds de Conakry pour joindre les deux bouts. Ibrahima Soriari Yansane a rencontré quelques-unes à Kakimbo. Suivez son reportage. Il n'est un secret pour personne que dans les pays en développement, les femmes jouent un rôle de premier plan dans la prise en charge des familles. À travers leur activité quotidienne, comme le travail de la terre, elles parviennent à nourrir et satisfaire d'autres besoins des enfants. C'est le cas de ces femmes. Elles ne sont pas au village, mais bien à Conakry, dans la capitale guinéenne. Ce travail est très important pour nous. Il nous aide à nourrir nos enfants. On gagne également un peu d'argent pour d'autres besoins de la famille. La culture des feuilles comestibles pour la consommation, c'est le quotidien de ces femmes. D'abord en main, Buntu Bangoura travaille dans ce bas-fond de Kakimbo depuis 5 ans. Nous cultivons ici des feuilles que nous consommons. Les femmes viennent aussi acheter à 30 ou 25 000 une butte et pour toutes les catégories de feuilles pour aller revendre. Le manque d'eau pendant la saison sèche, c'est l'une des difficultés qu'elles rencontrent ici. Pendant la saison sèche, on n'aura plus d'eau dans ce marigot. C'est ce qui nous manque ici. Nous serons obligés d'arrêter ce travail. Ces femmes pratiquent cette activité avec les hommes. C'est une activité pratiquée par les femmes, mais c'est qu'en tant qu'un homme responsable, on est tenu obligé à le faire parce qu'il ne faut pas croiser les bras. Étant donné que moi je suis à ma 5e année ici dans ce jardin, dans ce petit jardin. Le maraîchage est une activité très prisée pour ces citoyens de Ratoma. Ils demandent donc de l'aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Pour mener à bien leur activité, ils ont besoin des engrais, mais surtout de l'eau pendant la saison sèche. Je vous le disais dans les titres, la préfecture de Kirwane est le nouveau foyer du virus Ebola. Pour l'éradiquer, les populations et autorités ont mis sur pied une stratégie de lutte contre le virus impliquant les communautés rurales dans la campagne d'information et de sensibilisation contre l'épidémie. Le village de Nialémoridou a été récemment mis en quarantaine, mais malgré cette volonté affichée, les difficultés perdurent. Le quotidien des populations de Kirwane face à Ebola, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Gibril Mara Nsali et Dilavoui. Ebola, le virus redoutable a décimé plusieurs familles à Kirwane, une préfecture de la Haute-Guinée qui croupit dans le silence de l'enclavement depuis plusieurs années. Nous avons fait le transfert de 118 cas suspects sur Mansanta et Gekedou. Et le nombre qui a passé le test est 106 personnes. Et 64 ont été confirmés comme des malades souffrant de virus hémorragiques. Le nombre qui est sorti de ce centre de prise en charge guéri sont au nombre de 21. Ça nous fait un taux de guérison de 33%. En ce jour, nous sommes à 29 décès. Devant l'ampleur de la maladie, population et autorités ne sont pas prises de panique. Elles ont mis sur pied un comité local de lutte contre Ebola. Un virus qui semble se transmettre à la vitesse d'éclair. Au niveau de chaque sous-préfecture aujourd'hui, nous avons un comité sous-préfectoral de lutte composé de 17 à 19 membres. Au niveau de chaque quartier, nous avons mis en place une antenne de lutte contre le virus. L'initiative est applaudie, mais les difficultés sont énormes. C'est le problème de ressources financières. Deuxièmement, c'est l'installation d'un centre de traitement et un centre de consultation pour éviter maintenant les longs trajets d'ici Guéguédou. Il n'y a pas d'ambulance pour faire évacuer les malades
Il faut passer d'abord maintenant par Tigri ou bien soit par Massanta. La sensibilisation pour l'heure est le seul moyen de lutte contre l'épidémie, mais problème. La radio rurale devant assurer la communication est quasi inopérationnelle. Pas de matériel, pas d'appareil d'enregistrement. L'émetteur qui est là, c'est depuis la création de l'installation de cette radio communautaire il y a plus de 20 ans. Il n'y a pas de moto, il n'y a pas de véhicule. En attendant, autorités et habitants se démerdent à circonscrire la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un village a été récemment mis en quarantaine. C'est ça le problème. Donc si on ne coupe pas la chaîne par mettre ce village en quarantaine, ça ne peut pas aller. Nous l'avons mis en quarantaine, nous avons pris la décision de mettre Nyalemourdou en quarantaine hier. Mais nous avons aussi envisagé des solutions d'accompagnement. Nous avons sensibilisé les populations limitrophes pour que chacun, suivant ses possibilités, donne une assistance en denrées. Cette mesure, dit-on sévère, a permis de rompre la chaîne de contamination. Depuis 5 jours, Kirewani, le nouveau foyer de l'épidémie, n'a enregistré aucun cas. Dans le même registre, donc, la résistance s'organise contre Ebola. Les tests d'un vaccin contre la fièvre hémorragique devraient commencer cette semaine en Suisse. Un vaccin qui sera testé sur environ 120 personnes cette semaine à l'hôpital de Lausanne. Mais en attendant les résultats probants, la seule arme contre le virus, c'est la surveillance. Et cela passe par une collecte rapide des données, un défi désormais relevé à l'université d'Harvard à Boston. Le reportage. La ville de Boston héberge le centre de surveillance mondiale d'Ebola à l'université Harvard, le Health Map. Voici en réunion une partie des 60 épidémiologistes, informaticiens et chercheurs qui font le point sur la progression de cette épidémie. John Bronstein est le cofondateur du Health Map. Cet épidémiologiste d'origine montréalaise a démarré ce projet il y a 8 ans. Depuis, le Health Map est devenu une référence mondiale pour suivre en direct la progression des épidémies en utilisant toutes les ressources du web. Leur nouveau défi, Ebola. L'objectif, selon John Bronstein, est d'avoir une vision globale et interactive de l'épidémie. Mais Ebola pose tout un défi de surveillance. D'abord, le fait que l'arrivée des premiers symptômes peut prendre jusqu'à 21 jours. Un délai qui rend la prévision difficile. Mais aussi parce que les pays d'Afrique de l'Ouest ont des infrastructures de communication assez pauvres. Nous sommes continuellement à la recherche d'informations provenant des médias locaux et sociaux, des gens sur le terrain et des professionnels de la santé, dont Médecins sans frontières, affirme le professeur Bronstein. Mais jusqu'à présent, Health Map est très fiable. C'est une situation épeurante, car ces modèles ont prouvé avec le temps qu'ils sont assez exacts, affirme John Bronstein. Il y a actuellement plus de 10 000 cas. Selon HealthMap, d'ici le 13 novembre, il y aura plus de 21 000 cas dans le pire des scénarios, ou près de 12 000 cas dans le meilleur des scénarios, c'est-à-dire si l'intervention médicale et sanitaire est exemplaire. Notre modèle confirme la croissance exponentielle de l'épidémie, affirme l'épidémiologiste. Le bilan de HealthMap servira à mieux se préparer dans le pire des cas à une prochaine épidémie. C'est une révolution qui s'interroge à Hong Kong. Les manifestants occupent toujours la rue. Ils ne sont plus que quelques irréductibles qui réclament toujours plus de démocratie. Dans l'ancienne colonie britannique sous tutelle de Pékin, des protestataires qui se demandent quelle suite donner à un mouvement qui a commencé il y a un mois. Suivi. L'heure du brave sur le macadam. Ce manifestant pro-démocratie à Hong Kong profite d'un moment de latence dans le mouvement pour reprendre un peu d'énergie. Car un mois après le début de la révolution des parapluies, les libertaires cherchent un second souffle. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est attendre. Je ne sais pas comment tout cela va se développer dans l'avenir. Je n'ai plus beaucoup d'espoir. Les responsables du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ne savent plus vraiment quelle voie choisir. Ce week-end, un mini-référendum devait être organisé pour déterminer la tactique à adopter contre Pékin. Ils ont dû finalement renoncer en raison de divergences. Il y a un mois, ils étaient des dizaines de milliers de protestataires, étudiants et citoyens, bravant les autorités et la police. La tête haute,
Ils interpellaient Pékin pour réclamer l'instauration d'un véritable suffrage universel dans la région autonome sous tutelle chinoise. Un peu plus de 4 semaines plus tard, le nombre de manifestants s'est considérablement réduit, mais des irréductibles occupent toujours 3 quartiers de Hong Kong. Pour les Hongkongais et les étudiants, ce mouvement est une profonde inspiration. Avant, je pensais comme un étudiant, une personne ordinaire. Je me disais qu'on ne pouvait pas lutter contre les politiques gouvernementales. Si la Chine a accepté le principe du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif local en 2017, elle entend garder la main sur le processus électoral et le contrôle des candidatures. Les photos détournées de Xi Jinping dans les rues de Hong Kong sont certes savoureuses, mais il est clair que le président chinois se sert plutôt de ce parapluie comme d'un paratonnerre ou d'un paravent à la contestation. Il s'appelait Rémi Fraîche et son nom fait la une de l'actualité en France depuis dimanche. Rémi Fraîche a trouvé la mort alors qu'il participait à une manifestation contre un projet de barrage sur le site de Sinrez, dans le sud de l'Hexagone, une mort violente dont les circonstances restent à déterminer. Depuis plusieurs jours, la tension monte dans le centre d'Albi. Cette petite ville du sud-ouest de la France est le théâtre de violents affrontements entre les gendarmes et des manifestants. Ils protestent contre la construction d'un barrage. Samedi, sur le site du projet, un manifestant, Rémi Fraisse, 21 ans, a perdu la vie. Une grenade pourrait être à l'origine de sa mort. Hier, le rapport d'autopsie a été révélé. La plaie importante, située en haut du dos de Rémi Fraisse, a été causée, selon toute vraisemblance, par une explosion. Le jeune homme a été projeté au sol de façon violente. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer, sur la base des lésions anatomiques relevées, que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Des opposants qui témoignent à visage couvert ont leur version des faits. Il y a eu plusieurs tirs à la grenade explosive au flashball. Après, le copain s'est retrouvé à terre. Apparemment, la grenade s'est coincée entre son sac et son épaule. Du coup, elle a explosé à ce niveau-là. La famille de Rémi Fraisse a porté plainte pour homicide volontaire. En attendant les résultats de l'enquête, les manifestants restent mobilisés. Depuis plusieurs semaines, ils dénoncent la construction d'un barrage d'1,5 million de mètres cubes. Il doit servir à irriguer les terres agricoles environnantes. Ce projet, dénoncé par les écologistes, est porté par le Conseil général du Tarn. Mais hier, un rapport demandé par la ministre de l'écologie est venu jeter le trouble en donnant en partie raison aux opposants. Le projet est médiocre sur le fait qu'il n'a pas assez regardé les autres solutions possibles alternatives au seul barrage. Les auteurs estiment également que les besoins en eau ont été surestimés. Les écologistes, eux, veulent protéger le milieu humide où doit être construit le barrage, un endroit où évoluent 93 espèces protégées. Une élection historique et le pouvoir a changé de main en Tunisie. Toujours pas de résultat définitif après les législatives de dimanche. Mais tout indique que Ennahda a perdu. D'ailleurs, les islamistes ont félicité leur adversaire de Nitounes. Mais le principal parti secoué de Tunisie va devoir composer et négocier pour gouverner. Suivez ce reportage. Le duel annoncé a tourné en leur défaveur. Les islamistes d'Ennahda sont relégués à la 2e place, derrière le parti laïque Nidatounès. Malgré l'absence de résultats définitifs attendus jeudi, Ennahda ne peut que reconnaître la victoire de son adversaire. Son leader, Rachid Ghanouchi, a félicité par téléphone Béji Caïd Essebsi, le président de Nidatounès. Ces deux formations remporteraient les 2/3 de l'Assemblée, environ 70 députés islamistes élus, contre une dizaine de plus aux vainqueurs. La déception est perceptible chez les islamistes. Ne soyez pas tristes ou inquiets, nous sommes toujours dans la course politique. Nous étions en tête, nous sommes désormais seconds, après 3 ans, avec plusieurs autres partis. Le bilan d'Ennahda reste controversé. Après avoir été seul au pouvoir, il a dû accepter d'entrer dans une coalition en 2013. Mais le chef des islamistes veut afficher sa fierté sur la scène internationale. Nous félicitons la Tunisie pour cet événement démocratique qui lui donne une position de leader dans le monde arabe et fait d'elle un phare pour le reste du monde. Les Tunisiens doivent écrire une nouvelle page cruciale de leur transition démocratique, objectif doter le pays d'institutions stables, sans oublier la lutte contre le chômage et la misère, moteur de la révolution de 2011.
Enfin, sport, pour boucler cette édition, le AFIA FC a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Brésilien Antonio Dumas. La cérémonie de signature du contrat s'est déroulée le mardi en présence des représentants de la Fédération guinéenne de football et la presse sportive. Fodé Camara. Après sa montée en Ligue 1 cette année, le AFIA Football Club de Conakry fait le ménage afin de se lancer à la conquête d'un titre national. C'est dans ce cadre que le triple champion d'Afrique des clubs s'est trouvé un nouvel entraîneur. Bienvenue pour assister à cette cérémonie historique, symbolique, parce qu'elle va désormais lier deux symboles. Le premier, vous le connaissez, c'est le légendaire, le mythique AFIA Football Club. Après son souhait de bienvenue, le secrétaire général du AFIA Football Club de Conakry explique le choix d'un entraîneur expatrié. Un des dignes et valeureux fils de la Guinée qui refuse que ce mythe disparaisse, qui refuse que cette légende s'affaisse. C'est pourquoi, dans la perspective de la mise en œuvre de sa propre vision pour ce club et pour le développement du football guinéen, il s'est dit, il me faut un entraîneur à la dimension du AFIA. Le président du club, quant à lui, s'est simplement contenté de remercier le Brésilien Antonio Dumas qui arrive en Guinée en cette période difficile. Mes remerciements vont à monsieur l'entraîneur Antonio Dumas et son manager. Au moment où tous les experts, tous les étrangers fuient notre pays à cause du virus Ebola, c'est le moment que lui, il a choisi pour venir en Guinée et de manière médiatique. Ce acte pour moi n'a pas de prix. C'est plus que le poste qu'il vient occuper en Guinée. Et pour cela qu'il en soit remercié, que son manager soit remercié, que toute sa famille soit remerciée. Il a prouvé à travers ce acte que la maladie dont tout le monde stigmatise aujourd'hui, la réalité est tout autre. La cérémonie de signature du contrat qui s'est déroulée en présence des anciens joueurs du AFIA Football Club de Conakry, le représentant de la Fédération guinéenne de football et la presse sportive fortement mobilisée a pris fin par les prières dites par le conseiller islamique du club. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le monde de Fodé Camara, mais un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revoir sur notre site web le www.tropevasionguinée.info. Bonsoir à tous.